Bonsoir à tous et à chacun. C'est un plaisir énorme de vous retrouver pour les comptes de votre émission hebdomadaire Podium F. Podium F, je martèle toujours là-dessus, c'est le podium de la femme, un cadre bien aménagé par la chaîne de France Antena, afin de permettre à la femme de changer, de parler d'elle. On vante les mérites des différentes femmes qui défilent sur ces plateaux. Alors, pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir et de nous entretenir en même temps avec Maître Mimi Monga. Maître Mimi Monga est cadre au sein du parti politique Puna, Parti de l'Unité nationale. Elle est aussi présidente de l'ONG Lumière pour tous. Avec elle, nous allons parler de l'actualité et pourquoi pas en savoir plus sur leur organisation non gouvernementale. Maître Mimi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, madame. En forme? Oui, ça va. Voilà. Désormais, vous êtes cadre au sein de Puna, Parti de l'Unité nationale. Pourquoi vous avez quitté là où vous étiez pour ce parti politique? Merci, madame Adèle. Je me permets d'abord de commencer par la genèse. J'ai été cadre de la démocratie chrétienne, parti cher à Eugène Diomi Dongala, depuis 1992. Je suis même parmi les cofondateurs de ce parti. Et ici, je suis en train de lui jeter des fleurs parce que grâce à lui, il m'a vraiment forgé en politique. Grâce à lui, j'ai été délégué au comité des sages du rassemblement de l'opposition. J'ai donc siégé aux côtés des grands et politiquement, j'ai vraiment été formé par Diomi Dongala qui m'a permis en fait d'entrer dans plusieurs salons politiques. Vous savez, madame, quand les enfants grandissent dans une maison, ils doivent un jour se marier. Ils doivent un jour devenir indépendants. Elles ont des ambitions. Des ambitions qui dépassent peut-être les cadres dans lesquels ils évoluent. C'est dans ces cadres-là que j'ai quitté la démocratie chrétienne, mais je n'ai aucun problème avec Diomi Dongala, que je considère comme un grand politique, un grand analyste politique, un grand combattant qui a combattu aux côtés des Sphinx. Et aujourd'hui, hier et l'histoire lui reconnaîtra ces mérites-là. Je n'ai aucun problème avec lui, donc j'ai quitté ces partis-là en âme et conscience pour rejoindre d'abord mon ONG, l'ONG Lumière pour tous, que j'ai eu à créer pendant que j'étais dans la démocratie chrétienne. Depuis 2004? Depuis 2004, madame, au vu de la misère de notre pays, de notre peuple. En tant que femme, j'avais été interpellée à créer cette structure pour voir dans quelle mesure je pourrais aussi contribuer tant soit peu à soulager la misère du peuple à travers cette organisation non gouvernementale. Et donc, j'ai continué dans cette ONG qui a connu beaucoup d'actions, quoiqu'on n'était pas sur la scène médiatique à tout moment. Nous avons commencé à Goma à payer les frais scolaires des orphelins du sida, des orphelins de guerre et d'autres enfants défavorisés. Donc, j'ai continué dans cette lancée-là et après, j'ai identifié le parti de l'Unité nationale, un parti qui a des racines, madame, un parti qui a été créé avant l'indépendance et dont le créateur, c'est un grand professeur et il est parmi les pères de l'indépendance. Donc, pour moi, je me suis dit que c'est un parti dans lequel je peux continuer à évoluer après Diomi Dongala. C'est un parti qui peut aussi me forger davantage. Parce que vous parlez d'un parti politique créé après l'indépendance. Avant l'indépendance, le 30 juin, la RDC va célébrer son accession à la souveraineté nationale et internationale. Quel bilan faites-vous ou vous pouvez faire l'état des lieux de la situation politique en RDC depuis 1960 jusqu'à maintenant, parce que vous êtes femme politique? Merci madame. Vous savez, d'abord, l'indépendance a été donnée prématurément. Les cadres de l'époque n'avaient pas la maturité politique, ce qui fait qu'après les indépendances, il y a eu autant de problèmes que vous connaissez. Il y a eu des scissions, il y a eu des arrestations, il y a eu des coups d'État et ainsi de suite. Et après, nous avons connu la zaïganisation, nous avons connu les pillages et aujourd'hui l'insécurité que vous connaissez à l'Est. Et donc le bilan aujourd'hui, c'est un bilan d'abord d'un pays qui continue à se chercher.
Et d'ailleurs, nous avons de la chance d'avoir le président comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est un président qui, en fait, est en train d'élever le pays aujourd'hui, parce que le pays continue à se chercher. Les successions à succession de ce que nous avons connu comme régime n'ont pas pu répondre aux aspirations du peuple congolais. Donc le bilan aujourd'hui, madame, c'est un bilan qui est toujours négatif, mais qui commence, madame, à être positivé par le président. Donc, 63 ans après, aucune lumière au bout du tunnel, vous êtes d'avis? Ben, la lumière, justement, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes témoins, que nous soyons de l'opposition ou du pouvoir, nous sommes témoins des prouesses du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En moins de 5 ans... 5 chefs de l'État ont défilé, hein, depuis 60 jusqu'à maintenant. Quels sont les points de divergence entre ces 5 chefs d'État et les points de convergence? Bon, parlant de Kasavubu, c'est un président qui n'a pas fait longtemps. C'était un président presque prêtre, un président qui, en fait, n'avait pas compris les arcanes et les méandres de la politique. Et il s'est fait évincer facilement. Parlant de Mobutu qui a fait le plus longtemps jusqu'ici, Mobutu, c'était un président qui a eu quand même... Leurs visions convergent ou divergent? Ben, chacun avait sa spécificité. Mobutu, par exemple, c'était un président qui était plus militaire. Et donc, il était plus sur la pacification du pays. Il était plus sur l'unité du pays. L'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale, voilà. Et parlant de Musée, Musée n'a pas fait long feu non plus. C'était un président Macky Sall qui nous a amené une révolution qui continue d'ailleurs aussi à nous faire aujourd'hui déstabiliser. Il a contribué quand même à faire disparaître le régime dictatorial. Ben, du régime dictatorial au régime Macky Sall, madame, les Congolais ont commencé à beaucoup regretter à l'arrivée de Musée parce qu'il y a eu beaucoup des antivaleurs qui nous ont, en fait, que Musée a amené avec lui. Quand nous parlons de ces antivaleurs aujourd'hui, c'est ce peuple qui est en train de nous combattre à l'Est. Mais il devait utiliser quels moyens pour que le changement, le pays bascule? Ben, pour que le pays bascule, à l'époque, nous avions déjà les Sphinx délimités qui étaient là et qui avaient une opposition très farouche. Moi, à mon sens, à cette époque, quand il était arrivé à Kinshasa, il aurait dû s'approcher de cet opposant et voir ensemble comment faire sortir le pays du marasme. Mais sans armes, Tshisekedi Mulumba pouvait s'en sortir comment? Madame, c'est ça la grande difficulté qu'il avait. Mobutu était déjà affaibli. Mobutu était très affaibli en 1900. Non, mais les déboulonnés, malgré le poids de l'âge, malgré qu'il était très affaibli, c'était pas facile. Il fallait avoir que recourir qu'aux armes. Recourir aux armes, non. Pourquoi? Parce que même Musée Kabila, s'il a réussi à arriver à Kinshasa, c'était toujours grâce à la diplomatie. Il y a eu beaucoup d'implications extérieures qui l'ont fait arriver là où il était. Donc, moi je pense, ça c'est mon analyse, que si c'était approché du Sphinx délimité, on aurait dû trouver une solution concertée pour éviter quand même que le pays tombe entre les mains de ceux qui nous combattent aujourd'hui. Ils sont arrivés à Kinshasa, ils sont arrivés jusqu'à Kitona, ils sont entrés jusque dans les fins fonds et ils ont occupé des postes chez nous et ça continue à nous coûter jusqu'à aujourd'hui. Quoique, Musée peut-être voulait faire mieux, mais il n'a pas compris avec qui il a cheminé jusqu'à Kinshasa. Mais apparemment, le social du Congolais, ça stagne. Depuis 1960 jusqu'à maintenant, je me dis, les années passées, c'était quand même mieux que maintenant. Manger à sa faim, c'est tout un problème. Il y a pénurie d'eau potable dans plusieurs coins de la capitale Kinshasa. Il n'y a pas de courant électrique dans l'ensemble du territoire national. Donc, il y a des coupures intempestives du courant électrique. L'insalubrité bat son plein. Madame, vous savez, il n'y a pas un miracle. C'est d'abord le travail du peuple congolais qui va élever cette nation. Les Congolais ne mangent pas à leur faim. Le taux du dollar ne fait que prendre de l'ascenseur. Madame, et ça répercute sur le panier de la ménagère. Bien sûr, je viens de vous dire qu'il n'y a aucun miracle qui sera fait si ce n'est pas le travail des Congolais eux-mêmes. Nous avons des terres qui peuvent nourrir aujourd'hui les 1 tiers
de l'univers, de l'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Congolais doivent être sensibilisés pour rentrer au champ. Moi qui vous parle, j'ai une coopérative agricole. Bientôt, je vais aller dans mes champs pour voir comment constituer mes cossettes de manioc. Il n'y a rien à faire, madame, nous devons tous travailler. Vous me parlez de l'électricité, oui, nous savons qu'il y a un grand travail à faire à Inga. Et si le travail est en train d'être fait, nous distribuons du courant chez nos voisins, alors qu'ici, en RDC, dans les provinces sont quasiment dans le noir. Justement parce qu'il y a un problème à Inga, c'est un problème que le président de la République a trouvé. Aujourd'hui, nous sommes dans plusieurs approches de projets intégrateurs régionaux, pour que nous puissions voir dans quelle mesure relancer Inga, fournir l'électricité à l'extérieur et aussi à l'interne. Et aussi, grâce à Inga, avoir des devises qui vont nous permettre de booster d'autres secteurs. Donc le président de la République, avec sa diplomatie agissante, continue à prendre contact, continue à intégrer la RDC dans plusieurs organisations internationales et même à réactiver les organisations qui étaient déjà qui somnolaient parce qu'il n'y avait plus de cotisation, parce que la diplomatie de l'époque était une diplomatie d'autarcie, le pays vivait renfermé sur lui-même. Et donc on ne peut pas développer ces pays sans les concours aussi des autres. Nous devons voir dans quelle mesure entrer dans ces genres de projets, là où le président nous amène aujourd'hui. Mais d'aucuns pensent que la RDC devrait rester colonisée encore et que l'indépendance pouvait intervenir vers les années 80, 90. Pourquoi? Pour donner encore l'opportunité aux colonisateurs de redorer la ville de Kinshasa, par exemple, de construire et de faire développer ces pays. Parce qu'à l'époque, il y a des médecins congolais, il y a ces pays voisins qui venaient se faire soigner ici, au Congo, parce qu'on avait des bons médecins, mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Il y a l'engouement vers l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui reste en RDC si on tient compte de la santé, l'économie, l'éducation et autres aspects? Il y a beaucoup à faire. Justement, le pays, comme je vous disais tout à l'heure, est dans un état... Après l'indépendance égale à avant indépendance, ou bien à l'avant l'indépendance, c'était avantageux? Bon, avantageux, comme on dit en français, mieux vaut souffrir debout que vivre à genoux, madame. À l'époque d'avant la colonisation, nous étions tous sous le régime du fouet. On ne pouvait pas ouvrir sa bouche, on ne pouvait pas prendre des décisions. L'indépendance est arrivée, bien sûr, que les cadres, à l'époque, en 1960, n'étaient pas très professionnels politiquement, mais ceci n'empêche que nous puissions nous ressaisir et avoir des bons politiques comme le président de la République. Mais avec les Congolais, Maître Mimi Monga, il faut toujours les fouer. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours fouetter. Parce que si on prend un exemple typique de conducteur de véhicules qui assurent le transport en commun, les embouteillages qu'on enregistre aujourd'hui, s'il n'y a pas de fouet, il y a des embouteillages terribles. Non, les fouets, je ne pense pas, mais je pense qu'il faut... Il fallait qu'on puisse commettre les gardes républicains dans les carrefours de Kinshasa pour rétablir de l'ordre, pour que la circulation soit fluide. Parce que la police nationale n'arrive pas à assurer correctement cette lourde tâche, ne fût-ce que de faciliter la circulation. D'éviter les embouteillages, faciliter la circulation. Non, madame, je ne pense pas. Et le président de la République est tenté de restructurer. C'est-à-dire que dans chaque secteur, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et l'ordre commence par celui qui est à la tête. Aujourd'hui, si les agents de police de roulage n'arrivent pas à maîtriser la situation, c'est de par leur comportement. Si moi, je dois demander le passage, je paie 1000 francs et que mon passage va causer un bouchon, c'est un désordre qui est créé par les agents de la circulation. Et donc, il nous faut quelqu'un de fort. Pas une rigueur, il faut aussi une rigueur au niveau des responsables de la police. Justement, la rigueur commence par cette restructuration qui va mettre à la tête de ces secteurs une personnalité de poigne, à même de redresser, de recadrer ces policiers qui ne font que nous causer la honte au jour le jour.
vous êtes d'accord avec moi. Et quand vous dites qu'on n'arrive pas, il faut la police, je ne sais pas quelle unité de l'armée qui doit venir les secourir, non. Ils sont commis là, c'est leur travail et ils doivent bien le faire. Maître Mimi Munga, parce qu'on va fêter l'anniversaire de l'indépendance de notre pays, on va en parler. Jadis, Kinshasa était la belle et maintenant c'est la poubelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redorer les blasons? Ne fût-ce que de la ville de Kinshasa, il y a des érosions, des têtes d'érosion partout. Il n'y a pas une politique des érosions, ainsi de suite. Et puis, il y a le phénomène Koulouna aussi, ça n'existait pas vers les années 80, vers les années 90. Et maintenant, il y a la recrudescence. Le phénomène Koulouna a refait surface. Est-ce que les pays avancent, les pays stagnent ou les pays reculent? Madame Adèle, dire que le pays stagne ou recule, ça serait donc, une malhonnêteté. Allais-je dire une bonne politique de lutte anti-érosie? Madame, je pense que nous vivons tous à Kinshasa et vous voyez le grand travail des titans que son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo est en train de faire. Si vous allez vers Mama Koko, il y a une érosion qui ne permettait même pas aux habitants de faire le début de la route. Beaucoup commençaient à vendre leurs parcelles, beaucoup quittaient ces quartiers, mais aujourd'hui, arrivé à cet endroit, il a suffi que le président descende là-bas, que le travail est fait. Et c'est une érosion que Félix Tshisekedi Tshilombo a trouvée. Et donc dire aujourd'hui qu'il n'a pas la politique érosive, moi j'aurais aimé que vous me posiez la question, comment on n'a jamais eu de politique érosive chez nous? Parce que lui, il a trouvé et il fait un effort. Vous voyez, Matadi Kibala à 2 reprises. Et c'est vraiment de main de maître qu'il a eu à le faire en étant record. Aujourd'hui, nous passons facilement sur ces tronçons. D'ailleurs, les tronçons sont devenus mieux que comme il était avant l'érosion. Donc, nous devons reconnaître quand même au président Félix Tshisekedi Tshilombo les efforts qu'il est en train de consentir pour corriger les erreurs de ceux qui l'ont précédé. Maître Mimi Munga, le parti de l'unité nationale PUNA, dont vous êtes cadre, c'est un parti qui fait partie, membre de plateforme Les Alliés de l'IDPS. Voilà, FPAI, les alliés, les forces alliées à l'IDPS. Alors, cette structure compte donner encore un second mandat, si je ne me trompe pas, à Félix Tshisekedi pour les élections de 2023. Mais vous pensez que Félix Tshisekedi va arriver à faire sortir notre pays du gouffre? Merci, madame. À travers sa vision. Les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS FPAU ont une longue histoire et n'ont pas commencé hier ou aujourd'hui. Ces forces politiques et sociales trouvent leurs origines depuis Genval. Et donc aujourd'hui, c'est un groupe qui est très mûr, qui connaît bien la politique, qui connaît bien le pays. Et c'est un groupe aujourd'hui qui promet au président de la République une majorité stable, une majorité consistante qui va lui permettre d'affronter son deuxième mandat. Et dire que les forces politiques et sociales ne sont pas, je ne sais pas ce que vous avez dit, là je n'ai pas bien saisi la fin de la question. Vous avez dit les forces politiques, et pour un membre des forces politiques et sociales, voilà. Donc je pense avoir répondu à la question. Est-ce que j'ai rencontré votre préoccupation? Tout à je ne sais fait. pas. Voilà, donc les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS sont bien rangées et pour affronter les élections et donner une bonne majorité au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, vous vous organisez comment? Parce que déjà, la CENI a tiré la sonnette d'alarme. Le dépôt des candidatures pour juste la députation nationale, si je ne me trompe pas, va commencer ce 25 juin pour s'étaler jusqu'au début du mois de juillet, je crois le 3 juillet. Au sein de FPAI, vous vous organisez comment? Vous avez aligné déjà des candidats, combien comme ça? Et les femmes sont suffisamment aussi alignées ou représentées? Madame, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS sont composées des partis politiques, des associations ONG et aussi des personnalités politiques. Pour vous dire que nous sommes très proches du peuple, parce que quand on parle des associations,
Ce sont des associations qui sont vraiment à proximité de la population. Nous avons déjà un central électoral bien garni et nous allons même dépasser les seuils. Parlant de femmes, nous sommes en train de faire un effort pour que l'article 13 de la loi électorale soit respecté dans son alinéa qui dit que les listes paritaires ne vont pas payer la caution. Et donc nous sommes en train d'y travailler. La prochaine fois, je vous verrai pour vous donner exactement les nombres parce que le travail n'est pas encore terminé, mais ne vous en faites pas. Nous allons déposer nos listes dans les timings. Mais quel est le taux de pourcentage de femmes au sein de votre parti politique et quelle est la place que la femme occupe exactement au sein du parti de l'unité nationale? Une place de choix ou bien les marginalisés, victimes de discrimination, c'est l'homme qui est priorisé comme ça se passe ailleurs? Sans vous donner exactement les nombres, je vais vous dire d'emblée que le parti de l'unité nationale est un parti paritaire, un parti qui respecte... L'autorité morale, c'est Élisée Bokoumouana. L'autorité morale, c'est Élisée Bokoumouana. Vice-ministre du budget, voilà. Il coordonne aussi les forces... C'est lui le coordonnateur actuel des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. Comme exemple, nous avons une dame qui est DGA, directeur général adjointe de haute autorité de l'aviation civile. Donc c'est une femme qui a été promue non seulement par le parti Pouna, mais aussi par les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. La femme occupe une place de choix. Et c'est ce que je peux vous dire à ce niveau. Le parti est vraiment paritaire, le parti est sensible au genre. Et l'autorité morale y veille très très bien. Lorsqu'on parle de la femme, que pensez-vous de la loi sur la parité? Est-ce que cette loi est réellement prise en compte au pays? Et Madame, la loi sur la parité tire son origine de loi internationale, mais aussi de l'article 14 de notre Constitution. Cet article qui donne le devoir au gouvernement de prendre en compte la femme dans toutes les postes de décision et de la protéger, l'accompagner. Cette loi chez nous a été longtemps méprisée, mais avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons déjà le mérite d'avoir arraché un alinéa de l'article 13 de la loi électorale qui donne la possibilité au regroupement parti politique d'être épargné de payer la caution si la femme apparaît. C'est déjà un grand pas. Et aussi au niveau du gouvernement, le gouvernement actuel compte 16 femmes sur 41 hommes. Nous sommes déjà à 30%. Bravo à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et petit à petit, nous espérons même qu'après les élections, il y aura cooptation si les femmes n'arrivent pas à arracher leur pourcentage, ne fût-ce que les 30% au début. Parce que la parité, c'est 50%, 50%. Et Maître Mimi Monga, s'il y a autre chose à faire, c'est quoi exactement pour assurer de plus en plus l'autonomisation de la femme? L'autonomisation de la femme, madame, demande à ce qu'il y ait la discrimination positive chez nous, comme on le fait sous d'autres cieux. Nous pouvons citer plusieurs pays ici. Il y a eu la discrimination positive dans plusieurs pays. Aujourd'hui, vous trouvez même au niveau du Parlement plus de 50% des femmes. Et ces pays-là ont expérimenté, madame, la gestion de la femme. Ces pays sont en train de décoller très rapidement. Chez nous, si l'homme depuis 1960 a échoué, pourquoi ne pas faire confiance à la femme aujourd'hui? Et c'est ça le combat de la femme d'aujourd'hui, qu'on puisse, ne fût-ce que lui reconnaître d'abord ces 30% au niveau du Parlement. Et si, à l'issue des élections, après la publication, parce que nous nageons toujours à 10, 9%, qu'on puisse coopter des femmes pour que les 30% des sièges soient occupés par les femmes. Nous avons 20% d'hommes régulièrement qui occupent nos sièges au Parlement. Il est temps que la femme puisse siéger valablement, ne fût-ce que pour les 30%, et évoluer jusqu'à 50%. Parce que la parité, les Français n'ont pas changé, madame. La parité, c'est moitié-moitié. Voilà, nous étions à l'école avec les hommes, madame, nous nous sommes distingués. Et ils sont peut-être plus, je ne sais pas comment dire, plus aptes
en politique, parce que la politique a aussi ses arcanes et méandres à un niveau donné. La femme ne peut pas tout suivre comme l'homme le fait, mais la femme est très valable. La femme est très valable, et si on fait confiance à la femme, madame, ce pays va décoller très rapidement. Il y a plusieurs organisations qui semblent s'organiser déjà, mais il y a aussi, je cite l'UNIFEM, ICOFEM, UNFPA et d'autres structures internationales qui semblent s'organiser en guise de soutenir les femmes candidates, leur mise à niveau, des rencontres de sensibilisation. Et ces organismes essaient de préparer les femmes pour le processus électoral des élections de 2023. Mais vous pensez que la femme, qu'est-ce que la femme peut faire pour qu'elle puisse jouer un rôle important dans ce processus électoral? Madame, la femme est prête à jouer ses rôles. La femme est prête à jouer ses rôles, mais seule, elle ne peut pas y arriver. Mais comment exactement? Voilà pourquoi les gouvernants doivent, les gouvernants doivent se pencher sérieusement sur cette question. Coincer les partis politiques? Pas coincer les partis politiques, mais procéder à la discrimination positive. Je venais de vous le dire, madame. Nous ne devons pas aller à chaque fois aux tables des négociations au niveau des organisations internationales et être toujours la risée des autres, parce qu'on se moque de la RDC. Comment on n'arrive pas à promouvoir la femme? Comment on n'arrive pas à la promouvoir? C'est ici encore l'occasion de féliciter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait des efforts, l'homme genré, l'homme le plus genré de la RDC, et qui est même champion de la masculinité positive. Madame, nous sommes aussi membres d'ailleurs de la DINAFEC, la dynamique des femmes candidates, qui travaille en collaboration avec l'ONU-Femmes. Bien sûr, il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place pour que la femme soit très représentative au niveau même de ces élections comme candidate. Voilà. L'actualité, c'est aussi l'insécurité dans notre pays. C'est la situation à l'est de la RDC et dans le Grand Bandundu, ainsi de suite. Mais parlons de la femme. La femme de ce coin de la République démocratique du Congo, elle est martyrisée aujourd'hui. Que dites-vous, que pensez-vous de la situation à l'est de la RDC? Comment procéder pour arriver à mettre fin à cette guerre et donner la paix spécialement aux femmes et aux enfants dans un premier temps? Madame, quand on parle de la guerre à l'est, j'ai toujours les larmes aux yeux parce que je ne sais pas ce que l'est a fait. Cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis 1994, après la mort du président Abiyarimana. Il y a eu une ruée vers l'Est, et c'est depuis 1994 que l'Est continue à souffrir. Les femmes, les enfants et les hommes, on ne doit pas mettre les hommes de côté parce que ce sont des humains aussi. Une guerre qui aujourd'hui est évaluée à plus de 6 millions de morts, si je ne me trompe. Plusieurs milliers de déplacés. La communauté internationale doit se pencher sérieusement à cette question, madame. Nous avons de preuves que c'est les Rwandais qui nous agressent. C'est une guerre économique. Madame, quand vous êtes dans un pays où on vous dit que vous avez 50 types de minéraux, dont 15 seulement sont exploités, et donc il y en a plusieurs que nous ne connaissons pas et connaissent. La communauté internationale joue un grand rôle dans cette guerre. Et c'est à elle de faire terminer cette guerre. Notre ennemi est connu, si ce n'est pas lui peut-être le catalyseur, c'est le Rwanda. Vous avez vu notre ministre de la Justice, Madame Rose Mutombo, Excellence Rose Mutombo, qui est partie encore déposer une plainte à la CPI. Mais maître, comment faire pour mettre fin à cette guerre? Parce que c'est la femme qui est particulièrement visée. Madame, pour mettre fin à cette guerre, il n'y a que la diplomatie qui peut mettre fin à cette guerre. Une guerre sans tête ni queue, où on ne connaît pas bien son ennemi. Une diplomatie agissante. Une diplomatie agissante, c'est ce que le président de la République est en train de faire. Il ne cesse de le faire. On nous a appris, j'ai suivi dernièrement le point de presse de madame, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, qui a dit que bientôt, il y aura un enrôlement vers le nord Kivu, là où il y a les hostilités, et même dans les grands Bandundu. Ce sont des grands efforts de la diplomatie agissante du chef de l'État. Et donc cette guerre ne peut se terminer que par la diplomatie. Mais si nous commençons à bombarder les zones occupées, qui va mourir? C'est toujours le peuple congolais qui perd. Ils savent ce qu'ils font. Nous, on n'est pas partis chercher cette guerre. Cette guerre, c'est eux qui nous ont amenés. Parce que malgré les accords signés, on voit
de Luanda, de Bujumbura, de Burundi, non, excusez, les accords de Nairobi, de Bujumbura et de Luanda. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de changement, il y a toujours de tueries perpétrées, ainsi de suite. On s'est dit, Bunagana, une année déjà, toujours occupée, mais nous allons où avec cette guerre? Madame, l'ennemi est connu, c'est le Rwanda. C'est à la communauté internationale de sanctionner le Rwanda et de les mettre hors d'état de nuire. Parce que l'ennemi est connu. Pourquoi nous devons réfléchir? Un pays minuscule qui met à genoux la RDC, un pays à la dimension d'un continent. Madame, le Rwanda est animé de mauvaise foi. Les Congolais n'ont pas pour vocation de combattre les autres. Nous sommes chez nous calmement, vous venez, vous nous imposez une guerre. Une guerre que vous-même vous avez concoctée pendant des années. Madame, voilà. Il n'y a que la diplomatie qui peut faire cesser cette guerre. Ils doivent mettre hors d'état de nuire le président Kagame, voilà, du Rwanda. Merci beaucoup, Maître Mimi Monga. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, nous sommes en train de nous entretenir avec Maître Mimi Monga, qui est cadre au sein du parti politique PUNA, Parti de l'Unité nationale. Elle est aussi présidente de l'ONG Lumière pour tous, ensemble pour un avenir meilleur pour tous. Voilà. Parlons de votre ONG. L'ONG existe depuis 2004. Vous militez dans quelle optique? Et puis l'ONG œuvre à Kinshasa ou en RDC. Les résultats sont probants par rapport au travail qui est déjà abattu. Merci Madame. L'ONG Lumière pour tous, c'est une ONG, comme vous l'avez dit, qui a vu le jour depuis 2004. Nous avons commencé nos actions au Nord Kivu, à l'école primaire Chipuko, où nous avons eu à assister plusieurs enfants orphelins de sida, orphelins de guerre, plusieurs enfants de familles défavorisées. Aujourd'hui, à Kinshasa, nous sommes... Quel est votre cheval de bataille? Notre cheval de bataille, c'est venir au secours de couches défavorisées. Nous avons les personnes de troisième âge, les filles mères, la jeunesse. Vous avez vu récemment une équipe de football qui est née à Kasavubu, Lumière Sport de Kasavubu, qui encadre des enfants de 15 ans. Et nous encadrons donc la jeunesse. Nous sommes dans plusieurs, je m'excuse, nous sommes dans plusieurs ouvrages aussi sociaux. En fait, l'ONG Lumière pour tous, en soi, n'a pas d'argent. Mais par rapport à la mission, si je peux chuter, mais toc aux portes de bailleurs de fonds. C'est ainsi que vous allez voir même dans les jours à venir, nous allons vous présenter quelques ouvrages que l'ONG est en train déjà de mettre en place, et toujours pour appuyer le slogan du chef de l'État, le peuple d'abord, parce que les ONG sont là aussi pour voir dans quelle mesure soulager la misère de ses concitoyens. Nous vivons à Funa, et donc c'est Funa aujourd'hui qui est notre cheval de bataille. Voilà, c'est depuis 2004 que l'ONG existe. Par rapport à la mission, les objectifs assignés, est-ce qu'il y a des résultats satisfaisants depuis 2004 jusqu'à maintenant? S'il faut s'auto-évaluer, vous donnez quelle cote par rapport aux difficultés? Vous rêvez continuer ou changer de stratégie en vue de pouvoir donner encore le meilleur de vous-même? L'ONG Lumière pour tous, Madame, encadre les femmes. Dans le Congo, nous avons une coopérative agricole. Nous avons trouvé ces points avec autant de terres. D'ailleurs, nous évoluons parce que nous allons aussi, dans les jours à venir, planter des acacias. Et donc, nous avons formé plusieurs femmes dans l'agriculture. À Kinshasa, on vous retrouve où exactement? À Kinshasa, nous sommes à Kasavubu, Sport, et nous sommes aussi à Selemba, où nous avons des antennes déjà. Et pourquoi avoir ciblé que ces coins-là de la capitale Kinshasa au moment où la ville quand même est vaste? Qu'est-ce qui a motivé le choix de ces coins? La ville est vaste, mais on dit toujours qu'on commence toujours là où on vit. Nous vivons à Kasavubu, et donc nous avons à Kinshasa d'abord ciblé Funa pour évoluer au fur et à mesure, mais sans aussi oublier que nous sommes vers Tchangou avec Madame Florence Mbongo, qui est très efficace vers Gilles Brasserie,
où nous avons aussi plusieurs activités. Nous sommes déjà au Katanga aussi sur la route vers Kissévé. Et l'ONG Lumière pour tous s'organise comment pour pouvoir atteindre la cible sans problème? En fait, l'ONG Lumière pour tous travaille avec des agents de proximité. Nous avons au jour le jour les demandes ou en fait, les mots qui rongent nos concitoyens. Et c'est à partir de ça que nous commençons à concevoir les projets et que nous allons toquer aux portes des bailleurs de fonds, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs projets. Ceux qui ont eu la chance d'être financés seront déjà mis en œuvre. Et au fur et à mesure, nous allons évoluer et accomplir autant de projets. L'Est de la RDC vous intéresse en priorité et le Sud, l'Ouest et le Centre. À quand la présence de l'ONG Lumière pour tous? Madame, d'abord, moi je suis née à Kiroche. Kiroche, c'est pas loin de ça que je ne sais pas si vous connaissez le Nord Kivu. Et j'ai étudié à Goma, à l'école primaire Chipuko. Non, vous ne faites que la charité bien ordonnée. Comment ça? Non, j'ai commencé là-bas. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, l'Est, c'est le ventre mou. Et coïncidence, je me retrouve, je suis née là-bas. Quoique je sois du Katanga, je suis de Kamina. Mais mon père a longtemps évolué là-bas. Et donc, ce n'est pas la charité bien ordonnée. Aujourd'hui, tout le monde, même vous êtes aussi tourné vers l'Est, parce que l'Est, c'est le ventre mou. Et donc, en tant qu'ONG ou d'appui humanitaire, on ne peut aujourd'hui que s'orienter vers l'Est d'abord, voilà, pour voir comment soulager tant soit peu, voilà, la misère de ces peuples. Merci beaucoup, Maître Mimi, parce que nous sommes à la fin. Vous comptez postuler pour les élections de 2023? Effectivement, Madame, l'ONG Lumière pour tous est membre de la dynamique de contrôle citoyen des activités des élus du peuple et nous avons beaucoup travaillé dans cette dynamique et au vu des résultats des activités des élus du peuple, Madame, j'ai décidé de postuler à Funa pour corriger certaines erreurs. Le peuple mérite mieux. Le peuple congolais mérite mieux et le peuple congolais est mature aujourd'hui. Nous l'avons assez sensibilisé et nous allons continuer à sensibiliser le peuple congolais. Avec quel est votre message? Message à la population? Le message, parce que vous êtes femme candidate, vous comptez apporter un changement à la chambre basse du Parlement, par exemple, et ce changement va intervenir comment? Vous amenez quel message à la population lorsque vous êtes en face d'elle? Les changements commencent d'abord par l'urne. C'est ainsi que je suis en train aujourd'hui de sensibiliser et demander à mes concitoyens de faire attention avec l'urne. Quand vous déposez votre bulletin de vote dans l'urne, vous êtes en train de passer un contrat social. Vous êtes en train soit de voter pour votre avancement ou vous votez pour votre misère. Et donc la population doit savoir aujourd'hui qui voter et comment voter. Voilà, le message est passé. Vous avez 2 secondes pour un message particulier parce qu'on doit clôturer. Merci beaucoup, Madame. Mon message particulier s'adresse au chef de l'État à qui je jette des fleurs pour ses efforts pour l'avancement du genre dans notre pays. Et je lui demande encore de continuer et de voir dans quelle mesure coopter des femmes après les élections pour que la femme atteigne les 30%. À mon autorité morale aussi, Élisée Bokoumona, son excellence, merci beaucoup pour le grand travail que vous êtes en train de faire, que ce soit au niveau des forces politiques. Il faut remercier aussi l'opposition, parce que l'opposition vous tient à l'œil. Il y a un meeting ce samedi-ci pour fustiger la crise au pays. De quelle crise vous parlez, Madame? Voilà. Voilà, nous sommes à la fin, c'était juste pour vous compléter. Voilà, c'est avec Madame Maître Mimi Monga que nous avons échangé pendant les 45 minutes imparties à cette émission Podium F, Podium de la femme. Voilà, c'est une femme battante, une femme à soutenir, à encourager. Bravo
et plein de félicitations, beaucoup de félicitations. Cette émission, vous pouvez la retrouver en rediffusion le vendredi à 8h, heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue, merci à la chaîne de référence Antenne A. Nous vous retrouvons très prochainement pour notre numéro. Pour un autre numéro, les femmes, vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas. Nous sommes joignables au 081 94 95 181. Une très belle soirée à tous et chacun.